Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission En toute matière sur Marmite FM 88.4. Nous voici réunis pour une heure d'échange, une heure au cours de laquelle le débat d'idées est souverain. Pour s'en assurer, il y a d'abord notre garant à vie de l'émission, c'est Tan Toan Nguyen. Bonjour Tan. Bonjour. Elle est députée de la 4e circonscription des Yvelines, issue de la majorité La République En Marche. C'est Marie Lebec, soyez la bienvenue. Bonjour. Enfin, il est responsable du centre d'information Europe Direct au sein de l'association Maison de l'Europe des Yvelines. C'est Olivier Janouex, ravi de vous recevoir. Bonjour. Vous avez donc la composition du studio, il nous reste à déterminer le programme qui sera appliqué au cours de cette heure d'écoute. Jingle. Élections européennes le mois d'après, alors que les regards sont toujours tournés vers Bruxelles. Nous allons revenir sur les conséquences de ce premier temps fort électoral depuis les présidentielles, conséquences au niveau des partis, mais aussi au niveau des programmes. Pendant ce temps-là, le train des réformes entre dans la voie de l'acte 2 du quinquennat et il commence notamment par la prochaine ratification d'un accord international sur le commerce négocié par l'Union européenne. Le point sur les polémiques en cours dans quelques instants. Pas de homard au menu de l'émission, je tenais à vous rassurer, mais une attention particulière, voire primordiale pour la nature. C'est le credo actuel de chaque parti. Cela est-il compatible avec les objectifs poursuivis par le gouvernement? Du débat en toute matière, tout de suite après ce jingle. Win, yes. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Est-ce vous que permettez? je peux répondre? Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Needs no to win. C'est la réforme oui, la chienlit non. Vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Again the no. Vous avez vu, il y a déjà du débat européen dans notre premier jingle. Marie Lebec, ma première question s'adresse à vous. L'ancien président du groupe parlementaire européen dans lequel vous êtes affilié, Guy Verhofstadt, affirmait juste après les résultats du dimanche 26 mai, l'Europe est de retour. Dans le même temps, un récent sondage indique que seulement 16% des employés et ouvriers croient en l'Europe. L'Europe n'est une source d'espoir que pour 30% des sondés. Alors la première question est simple. Si l'Europe est de retour, elle est de retour pour qui et pourquoi ? Alors c'est une très bonne question, c'est je crois que la question qu'on se pose depuis très longtemps, comment est-ce que finalement on crée un petit peu une citoyenneté européenne, comment est-ce qu'on intéresse les gens à l'Europe alors même que la plupart des décisions se prennent à Bruxelles avec une assez faible médiatisation. Moi je pense qu'elle est de retour puisque quand on voit la participation aux élections européennes, on a quand même une progression dans 20 pays de l'Union européenne avec une participation de 42 à 51%. Ce qui est important maintenant, c'est de montrer que cette participation, elle est payante. L'Europe, elle transforme le quotidien des gens concrètement. En fait, elle transforme notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive, avec par exemple la fin du roaming. Mais il faut peut-être réussir à marketer davantage, que les gens, que ce soit plus visible pour les gens. Et alors là, il y a plein de choses à faire. Il y a comment est-ce qu'on fait participer un peu davantage les citoyens au débat européen. Est-ce que c'est par des grandes marches européennes comme ce qu'a pu faire En Marche? Est-ce que c'est une présence dans les médias des parlementaires européens au niveau national? Il y a vraiment, je pense, tout un monde à inventer, un univers à inventer qui doit permettre aux Européens de se sentir plus proches de l'Union européenne. Olivier Janouex, comment vous réagissez par rapport à ce paradoxe? En même temps, on a une augmentation de la participation des Françaises et des Français au niveau du vote lors des élections européennes. Mais on a ce sondage qui réaffirme qu'il y a bien des craintes et puis une défiance vis-à-vis de cette Union européenne. Alors après, il faut faire aussi attention au niveau des sondages. C'est un sondage qui me semble a été fait pour la France, si je me souviens bien. Quand on regarde, nous, les sondages qu'on fait au niveau européen, notamment via les eurobaromètres, on se rend compte que la situation est radicalement différente parce qu'on a plutôt une majorité de citoyens européens qui sont en faveur de l'Union européenne. On va donc dire que la France fait plutôt une sorte un peu d'exception, entre guillemets, avec un scepticisme qui peut être parfois assez marqué de la part des citoyens français. Tatoan.
La question que j'aurais à vous poser, c'est vous dites que la France finalement fait preuve d'exception parce que sa population serait plutôt sceptique par rapport à la construction européenne. Mais on pourrait aussi vous dire, si on regarde par exemple le cas de la Grande-Bretagne, on nous avait dit finalement que le Brexit se passait mal, et c'est vrai que dans les faits, d'un point de vue politicien, il se passe assez mal, mais les résultats ont été quand même, les résultats des élections européennes en Grande-Bretagne ont quand même été un démenti, justement pour ceux qui disaient que les Britanniques regrettaient leur vote, parce que le grand vainqueur finalement de ces élections européennes-là au niveau européen, c'est quand même Nigel Farage. Alors après, les résultats des élections au niveau du Royaume-Uni ne font que confirmer le résultat du référendum. Je veux dire, les citoyens britanniques se sont exprimés, alors c'est 52% si je me souviens bien, donc c'est 52% des citoyens britanniques qui se sont exprimés pour dire qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne. Donc le peuple s'est exprimé. Alors après, la vie politique britannique fait que c'est pas, il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas organisé de la même manière que chez nous. La manière dont le gouvernement fonctionne, la manière dont le Parlement fonctionne, la stabilité qui est en œuvre est radicalement différente de chez nous. Donc, à la base, les Brexiteurs avaient promis quelque chose, un Brexit assez rapide pour certains, notamment par exemple quand on voit les promesses de Nigel Farage et de Boris Johnson, ils avaient promis, alors je ne vais pas dire qu'ils allaient sortir tout de suite du Royaume-Uni après le résultat du référendum, mais ils avaient promis quelque chose d'assez rapide, ça n'a pas été le cas. Les citoyens britanniques ont un peu l'impression que les choses traînent, et oui, effectivement, c'est cohérent avec les résultats du référendum, pour que, du moins, les résultats sont cohérents avec les résultats du référendum. Après, c'est cohérent, mais c'est-à-dire que c'est un démenti pour, on va dire, les commentateurs en France qui ont dit que vraiment les Britanniques regrettaient leur vote. Et on peut aussi vous opposer le fait qu'il n'y a pas que la Grande-Bretagne. Ça a été aussi une grande victoire, même si évidemment en Italie, c'est pas Salvini, la Lega et le M5S n'ont pas la même position que Nigel Farage. Ça a été aussi une grande victoire pour Salvini en Italie, par exemple. Donc on peut dire aussi que la France fait peut-être exception en ce sens que finalement elle est peut-être plus européiste que le reste de l'Europe, quoi. On pourrait aussi inverser la perspective. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire européiste, puisque ça c'est un adjectif c'est un adjectif qui veut rien dire. Mais est-ce qu'elle est plus européenne que d'autres pays ? Oui, certainement. Il y a des pays qui sont plus, on va dire, qui sont plus en froid avec les tendances européennes actuelles. Vous prenez le cas de l'Italie, avec toute la crise migratoire qu'ils ont subie, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient un peu plus en froid avec Bruxelles. Après, il faut aussi regarder les choses, il faut aussi regarder la situation en fonction de comment les citoyens du pays perçoivent. Comment c'est reçu par les médias et ainsi de suite. Parce que nous, au niveau de la France, on l'analyse avec notre vision française, avec notre spectre d'analyse français. Par contre, vous allez en Hongrie, la manière dont ils le perçoivent, la manière dont ils reçoivent les informations, la manière que ce soit les médias, que les médias communiquent dessus, est radicalement différente. Donc on peut faire une comparaison, mais il faut pas, du moins il faut éviter de trop comparer, et voilà, principalement. Alors, on n'a pas eu de raz-de-marée populiste ou souverainiste en France, en tout cas, lors de ces élections européennes. En revanche, on a eu une vague verte qui s'est clairement exprimée. Le parti de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, qui arrive en tête chez les jeunes. Est-ce que ça vous oblige, Marie Lebec, au niveau de votre mouvement En Marche, à opter pour de nouvelles stratégies en termes d'idées, en termes de programmes? Tout à fait. Ouais, je pense qu'il ne faut pas nier effectivement l'impact qu'a eu le résultat des élections européennes avec la montée en puissance de l'écologie. Je crois qu'il faut regarder les choses de manière objective. D'un côté, les citoyens européens ont souvent porté les écolos avec des bons scores, en leur donnant des bons scores au niveau du Parlement européen. Mais ça doit quand même être un signal fort aussi au niveau national pour nous, puisqu'on a eu les manifestations des jeunes, les vendredis de grève. Les marches pour le climat. Voilà, les marches pour le climat, exactement, qu'on a bien connu. Et donc ça veut certainement dire que moi je crois qu'on a fait des choses en matière d'écologie dans cette majorité depuis 2 ans. Pour autant, est-ce que c'est assez clair? Moi par exemple, la prime à la conversion pour les véhicules,
c'est très utile, ça marche très bien, ça marche tellement bien que ça coûte extrêmement cher à l'État en ce moment. Mais est-ce que le mécanisme n'est pas trop compliqué ? Est-ce que finalement tous les Français sont bien au fait qu'on peut l'utiliser ? Il y a le chèque énergie aussi qui permet aux Français par exemple de se chauffer à moindre coût. C'est très bien, mais finalement en fait on voit qu'on a une multitude d'aides pour accompagner les Français vers la transition écologique, qu'elles sont parfois trop compliquées parce que il y a des critères auxquels vous êtes éligible, qui vous donnent des montants, etc. Ce qu'on essaye de faire avec le gouvernement par exemple, c'est de clarifier, simplifier pour que ce soit plus accessible à tous et que les Français sachent tout de suite s'ils sont éligibles ou pas. Et puis le deuxième point, c'est moi j'ai beaucoup milité pour ça. Les traités internationaux c'est très important, l'accord de Paris c'est très important, mais il faut de l'écologie du quotidien. Comment est-ce qu'on donne l'impression aux gens qu'ils vivent concrètement la transition écologique ? Et là on va porter dans les semaines qui viennent le projet de loi économie circulaire qui est porté par Brune Poirson, avec notamment le retour de cette notion qu'est la consigne. Moi je crois que ça permet vraiment aux gens de se dire finalement je suis capable d'agir sur mon quotidien, je peux avoir une influence en matière environnementale. Et il faut réussir à marier ça. Des choses au niveau international, des choses au niveau national, les aides, et puis des choses très locales, très concrètes pour les Français. Alors justement, puisque vous parliez de traités internationaux, on a en ce moment le projet de loi de ratification sur l'accord international sur le commerce avec les pays du Mercosur. C'est un accord qui prévoit de nouvelles possibilités d'importation et puis d'exportation, mais qui fait grincer des dents beaucoup de filières, notamment agricoles. Et les écologistes vont vous dire que ce en même temps-là n'est pas possible. En même temps, prévoir de nouvelles facilités en termes de libre-échange, tout en garantissant des normes environnementales concrètes pour l'écologie qu'on veut promouvoir en France. Alors, pardon, juste peut-être une petite précision. Le texte qui est à l'Assemblée pour la ratification en ce moment, c'est le traité avec le Canada, mais qui pose les mêmes enjeux que vous venez d'expliquer. Et puis, effectivement, il y a un deal qui a été signé entre la Commission et les pays membres du Mercosur et qui devrait être bientôt présenté aux États membres. Sur ces traités de libre-échange, que ce soit avec le Canada ou avec le Mercosur, puisqu'on a exactement les mêmes discours de la part des filières agricoles ou des écologistes, il y a cet enjeu de dire, est-ce que quand on fait la promotion du libre-échange, finalement, on n'est pas dans une logique de dire on sacrifie un peu le climat. Je crois qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Il y a effectivement un enjeu de qu'est-ce qu'on fait de Jair Bolsonaro si jamais il sort de l'accord de Paris. Est-ce qu'on peut travailler avec ces pays-là ? La France, à titre vraiment très personnel, dans le cadre de l'accord avec le Canada, a dit il faut qu'on mette en place ce système de veto climatique. Ça arrivait bien après la conclusion d'un deal. Vous savez à quel point c'est difficile de revenir sur un deal, notamment entre États souverains quand il a été signé. Et la France a bataillé au cours des 2 années écoulées pour obtenir que ce veto climatique soit mis en place. Comment ça fonctionne ? Ça veut dire que si un acteur privé veut faire un investissement qui vient remettre en cause la politique environnementale d'un pays, ce pays peut s'opposer à cet investissement. Mais si le Brésil n'en veut pas de cet accord de Paris, concrètement, que va-t-il se passer au niveau du Parlement lorsque ce projet de loi de ratification va arriver ? C'est une très bonne question. Moi, je crois qu'il faut pas oublier quand même que l'Union européenne, on a tendance un peu à se voir comme des acteurs faibles par rapport aux géants que sont la Chine, à la puissance innovatrice des États-Unis. On est le premier marché mondial. On est 500 millions de consommateurs. Toutes les zones, tous les pays aujourd'hui veulent signer des deals avec l'Union européenne parce que ce sont des nouveaux marchés, etc. C'est là que l'Union européenne est extrêmement puissante. Elle peut imposer ses normes au niveau mondial. Et moi, je crois qu'il faut être très ferme avec le Brésil, avec l'Argentine d'ailleurs, parce que c'est aussi un pays qui est concerné au premier chef, et leur dire, dans la mesure où vous sortez de l'accord de Paris, vous ne pourrez pas accéder à notre marché pour l'ensemble de vos produits. Alors après, il n'y a pas que l'accord de Paris, il y a aussi le fait de savoir si les produits qui seront importés par nous notamment seront conformes au regard des critères sanitaires européens. Qui va assurer ces contrôles ? Comment s'assurer que ces produits qu'on va importer sont bien conformes
aux lois en vigueur ici. C'est là, juste j'ajoute un truc, c'est vraiment la contradiction à la fois du discours d'Europe Écologie Les Verts et aussi à la fois de votre discours. C'est qu'en réalité, vous êtes, si on veut caricaturer un petit peu vous et Europe Écologie Les Verts, parce que Europe Écologie Les Verts, sociologiquement, ce sont un peu vos anciens électeurs, quelque part. C'est l'électorat du centre-gauche, on va dire. C'est qu'à la fois, vous êtes libre-échangiste, entre guillemets, et à la fois vous vous prétendez écologiste. Le problème, c'est que concrètement, pour défendre l'écologie, il faudrait en réalité du protectionnisme, c'est-à-dire il faudrait pouvoir, à notre niveau, au niveau national, pouvoir sanctionner justement en termes d'importation, c'est-à-dire refuser les produits qui viennent de pays qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler un dumping environnemental, qui ne respectent pas les normes et dont les produits sont moins chers. Et voilà. Je comprends vos deux questions. Alors peut-être sur la question des garanties en premier lieu, parce que c'est le débat actuellement à l'Assemblée nationale. Il y a un vrai enjeu. Moi, je voudrais déjà rappeler un principe simple. Ce qui est interdit en Union européenne, par exemple, vous n'avez pas le droit de produire du bœuf aux hormones sur le sol de l'Union européenne, est interdit à l'importation au sein de l'Union européenne. Donc le Brésil qui produit du bœuf aux hormones ne pourra pas exporter ce bœuf. C'est absolument impossible et interdit au sein de l'Union européenne. Ils peuvent en produire chez eux, le commercialiser pour d'autres pays partenaires, mais ils ne peuvent pas le vendre à l'Union européenne. Je pense qu'il faut être très clair sur ce principe-là. Ensuite, il y a la question des comment on vérifie, comment on fait les garanties. Autant c'est facile de garantir aux citoyens européens quand on parle d'un pays avec le Canada qui a un système sanitaire qui est équivalent au nôtre. Autant je pense que pour l'Union européenne, il faut qu'on affine, pour le Mercosur et notamment le Brésil, il faut qu'on affine un peu notre système. Aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est que en fait, l'Union européenne valide filière après filière, donc le bœuf, le porc, la volaille par exemple, en disant, en vérifiant si ces filières peuvent exporter ou si elles ont des entreprises, des fermes qui peuvent exporter à destination de l'Union européenne. Il y a un contrôle qui est fait, et puis ensuite, ce contrôle est délégué pendant une certaine durée, par exemple pour le Canada, c'est une durée de 3 ans, aux pays partenaires, donc délégué au Brésil dans le cas dont on parle. Et puis l'Union européenne revient à intervalles réguliers pour valider que les normes sont toujours respectées. Je crois que sur ce point-là, il faut peut-être qu'on soit beaucoup plus fréquent et beaucoup plus régulier avec des pays comme le Brésil pour lesquels on est moins fiable, et probablement qu'on ait, ce qui avait été porté pendant la campagne, un système sanitaire européen, ce qui lui permettrait d'avoir davantage de moyens mis en commun et qui irait chaque année contrôlé. Pour la question que vous avez posée sur le fait de dire est-ce que libre-échange et environnement sont compatibles, moi je crois que c'est parfaitement compatible. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face sur notre capacité à produire. Dans ce cas, arrêtons d'utiliser des téléphones qui utilisent des terres rares aux quatre coins du monde, n'achetons pas des baskets de telle ou telle marque qui font produire dans d'autres pays. Il y a on pourrait les produire nous-mêmes. On pourrait les produire nous-mêmes, mais déjà il y a un point, je pense que ce n'est pas incompatible, puisque c'est aussi imposer nos normes. Vous savez que par exemple si le Brésil, si on reprend l'exemple de l'agriculture qui est aussi très lié à l'écologie, veut exporter du bœuf, il faut qu'ils se mettent aux standards européens qui sont exigeants en matière d'environnement. Et puis il y a toute la question autour des émissions et autour par exemple de la déforestation. Moi je crois qu'il faut demander des engagements extrêmement fermes à nos pays partenaires. C'est la puissance de l'Europe. Si on se considère et si on se perçoit comme une puissance faible, alors c'est très difficile pour nous de négocier. Alors, juste un point sur ça. Là, il y a quelque part une contradiction, parce que d'une part, vous nous dites que l'Union européenne, l'Europe représente un marché très important, et en même temps, vous refusez en fait le protectionnisme. Alors qu'on pourrait dire, si on appliquait des normes protectionnistes, notamment sur les questions environnementales envers les pays qui ne respectent pas nos normes environnementales, ça obligerait les entreprises de ces pays-là, s'ils veulent accéder à notre marché qui est d'après vous très important, ça les obligerait en fait à installer leurs entreprises, leur site de production sur notre territoire. Donc à la fois, ça créerait des emplois sur notre territoire, et en même temps, ces entreprises-là seraient soumises à nos normes environnementales, à nous. Et ce serait pour elles la seule solution justement en termes de débouchés si elles veulent accéder à notre marché. Vous savez, moi je crois que si on commence à être protectionniste au niveau de l'Union européenne, vous aurez une réponse équivalente de la part d'autres pays. C'est déjà le cas. Si vous êtes
quand les États-Unis décident de prendre des mesures à l'encontre de l'Europe réplique. Pour autant, vous n'avez pas fait avancer la cause en matière de climat. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer la production locale, la production nationale. Il faut l'encourager, il faut être innovant, il faut peut-être se porter sur des standards environnementaux plus importants, mais ça n'est pas incompatible avec les questions environnementales. Je crois que les deux fonctionnent, mais typiquement, dans le cadre du Brésil, il faut dire, vous voulez commercer avec nous, il n'y a pas de déforestation de la forêt amazonienne. Alors, j'aimerais qu'on fasse réagir Olivier Janoex sur cette question. L'Union européenne agit comme support dans ces négociations. C'est l'Union européenne qui était à l'initiative de cette négociation avec les pays du Mercosur. Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne favorise-t-elle pas davantage d'accords sur le climat plutôt que ces accords de libre-échange qui, on le voit, sont générateurs aussi de contradictions par rapport aux objectifs poursuivis par les différents partis? Il faut lire les accords, il faut lire le contenu de l'accord. Je veux dire, l'accord sur le Mercosur, c'est un des accords les plus environnemental friendly qu'on ait jamais négocié. Par exemple, on était sur la question de savoir est-ce que libre-échange et environnement c'était compatible ou pas. On va prendre le cas du CETA. Dans le cas du CETA, on avait eu donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, notamment sur la partie hydrocarbures. Il y avait eu à un moment de très grosses craintes que les Canadiens exportent chez nous du pétrole, notamment issu des sables bitumineux. Donc les sables bitumineux, c'est une matière où on peut extraire du pétrole, mais c'est une des matières les plus polluantes. Or, quand on regarde d'où vient le pétrole qui est extrait, que le Canada nous envoie, c'est du pétrole qui est extrait selon une méthode conventionnelle, donc beaucoup moins polluante que les sables bitumineux. Et quand on regarde la production de pétrole au Canada, on se rend compte que la production de pétrole au Canada via les sables bitumineux diminue, tandis qu'il reste sur des productions de pétrole conventionnelles classiques. Donc, il ne faut pas mettre une opposition de principe entre libre-échange et environnement. Elle génère quand même de la pollution. Enfin, pourquoi importer du sucre et de la viande ailleurs quand on peut en produire chez nous? Mais il y a un moment, c'est si vous voulez produire du sucre en France, vous pouvez. Mais il vous faut les infrastructures. Vous voulez produire du gaz, vous pouvez. Il faut juste accepter de perforer son jardin. Je veux dire, si vous voulez qu'on produise du pétrole, il n'y a pas de souci. Non, là, on ne parle pas de pétrole, on parle de production de viande, de sucre, alors que cet accord de libre-échange prévoit justement des quotas, c'est-à-dire ce sont des accords qui vont nous obliger à importer davantage de produits dans telle ou telle filière ailleurs, et donc en l'occurrence en Amérique du Sud. La contradiction est la suivante, ce sont des produits qu'on peut avoir ici, mais des produits dont on va être obligé de faire acheminer par des vols long courrier, par des bateaux qui sont générateurs de pollution. Elle est là la contradiction. Enfin, pourquoi est-ce que l'Union européenne ne favorise-t-elle pas le contraire, davantage de production ici en Europe et plus de normes contraignantes visant à protéger l'environnement? Alors après, sur les quotas, notamment en matière de nourriture, sur les quotas qu'on va faire venir, quand on regarde par exemple sur les quotas qui ont été négociés pour le Mercosur, c'est 1%. Ce que le Mercosur va pouvoir importer dans l'Union européenne, c'est 1% de notre production, c'est 1% de notre production en tout, au niveau européen. Donc, s'il y a 1% de pollution, on défonce l'environnement. Faut éviter les conclusions assez dramatiques. Après, quand on regarde en matière de pollution, notamment que dégagent les transports, il y a un moment, il faudrait déjà peut-être que nous, on commence par se regarder en face et qu'on légifère très fortement en matière de pollution routière. Parce que la différence, quand vous prenez le total des émissions de gaz à effet de serre que produit le transport routier, et que vous comparez ça au transport maritime et que vous comparez ça au transport aérien, le transport maritime et le transport aérien sont minuscules. Donc il faudrait déjà que nous, on se mette en face de notre côté, il faudrait déjà que nous, on regarde et qu'on agisse déjà qu'on agisse au niveau européen. Alors après, aussi, quand on parle par exemple des accords de Paris, dans le Mercosur, si l'accord est ratifié de tous les côtés, le Mercosur s'engage à respecter l'accord de Paris, les engagements qu'ils ont pris dans l'accord de Paris. Donc si M. Bolsonaro décide du jour au lendemain de sortir comme ça et de ne plus respecter les accords de Paris, nous, on arrête le traité de libre-échange.
Très bien, merci Olivier Janouex. On va se retrouver dans quelques instants dans l'émission. En toute matière, on va marquer une petite pause musicale. À tout de suite. Vous êtes de retour dans l'émission En toute matière sur Marmite FM 88.4 avec nous Olivier Janouex, responsable d'information du Centre d'information d'Europe Direct au sein de l'association Maison de l'Europe des Yvelines, et également Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines pour la majorité La République En Marche. Antoine Nguyen toujours avec nous, bien sûr. On va revenir en détail sur les élections européennes et sur notamment les profils sociologiques des votants. On s'aperçoit que parmi les votants de La République En Marche, il y a au moins 27% d'électeurs, en fonction du sondage, ça varie un peu, donc au moins 27% des électeurs de François Fillon en 2017 ont voté pour la liste menée par Nathalie Loiseau. Est-ce que vous assumez aujourd'hui le fait de dire qu'en termes d'électeurs, en termes de votants, vous êtes devenu le parti pour lequel adhèrent les libéraux. Enfin, les libéraux trouvent un intérêt à voter aujourd'hui pour La République En Marche. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que En Marche est devenu un parti de droite ? Non, on ne peut pas dire qu'En Marche est devenu un parti de droite. Oui, on soutient le fait qu'il y a des électeurs de droite qui aient basculé chez nous. Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de mettre en place une politique qui permet un équilibre des tendances politiques, puisque vous savez que notre majorité, elle est composée et de gens de droite, et de gens de gauche, et de gens qui venaient de la société civile, qui n'avaient jamais eu d'engagement politique avant. Et donc, ça, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Assemblée nationale, quand on construit chaque loi, que chacun puisse y trouver son compte. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on récupère des électeurs venus de chez les Républicains. Moi, je vais vous donner une vérité assez simple. Si on prend ici le département des Yvelines, vous savez que c'est un département qui est depuis longtemps ancré plutôt au centre droit, avec un conseil départemental qui est exclusivement de droite. Il n'y a même pas d'opposition pour l'instant au sein de ce conseil départemental. Pour autant, moi je vous rappelle les scores aux dernières élections européennes pour La République En Marche dans les Yvelines, et en comparaison avec les LR, on fait 29% dans les Yvelines et les LR font 14,36%. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous avez le seul objet de votre programme n'est pas la réussite de la France avec une vision qui peut être différente de la nôtre, je veux dire, qu'il y ait des visions confrontées, c'est normal, mais juste la chute du gouvernement en place avec la critique permanente. C'était le cas sous François Hollande, c'est le cas sous Emmanuel Macron. Ils n'ont pas de corpus idéologique, ils savent plus où ils habitent et ils ne savent pas quelle ligne donner à leurs électeurs. Moi, je suis un électeur, même avant de m'engager sur En Marche, une électrice qui vient de la droite. Très clairement, aujourd'hui, si En Marche venait à disparaître, je ne retournerai pas à droite. Je ne sais pas dans quel parti politique j'irai, mais je ne retournerai pas dans un parti qui n'a pas de corpus idéologique à présenter à ses électeurs. Alors, on pourrait aussi vous dire, alors vous avez dit que votre parti a réussi à réaliser l'équilibre entre la gauche et la droite. On peut même dire qu'en réalité, vous avez réussi à faire la réconciliation entre la gauche et la droite. Mais ce qu'on pourrait vous objecter, c'est que c'est en fait la réconciliation entre la gauche et la droite d'en haut. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'équilibre, c'est entre la France d'en haut, justement, et la France d'en bas. Parce que la sociologie de votre électorat, alors effectivement, il y a eu un petit basculement, parce que si on retrace un petit peu ce qui s'est passé, on peut dire que Macron s'est fait élire en 2017, on va dire au centre-gauche, en agitant l'épouvantail du Rassemblement national pour rabattre vers lui les voix du centre-gauche, et qu'ensuite, durant les 2 années qui ont suivi son élection, il a gouverné au centre-droit, en agitant, durant la première année au moins, l'épouvantail de Jean-Luc Mélenchon pour rabattre vers lui l'électorat du centre-droit. Mais là où en fait il n'y a pas d'équilibre, c'est qu'en fait la France d'en bas, dans votre sociologie électorale, est totalement absente. Alors, totalement absurde, peut-être pas, parce qu'on est quand même présent dans au moins... Tendanciellement. Au moins présent dans 308 circonscriptions, avec des circonscriptions plus urbaines, des circonscriptions plus rurales. Après, effectivement, quand vous regardez la carte des élections européennes, il y a une très nette fracture entre la France qui s'estime peut-être plus périphérique et qui vote largement pour le Front National. D'ailleurs, si vous prenez la carte de France, j'aime pas trop cette expression, mais vous pouvez voir que dans la diagonale du vide, le Front National fait des scores très importants.
urbains et dans les centres plus urbains, effectivement, c'est plutôt la majorité de La République En Marche qui est devant. Donc il y a une ambition, effectivement, de reconquête de ces territoires. Moi, je pense qu'on a un électorat qui est présent dans ces territoires, qu'il faut mobiliser et surtout ne pas donner l'impression qu'il n'y a rien qui est fait à destination de ces territoires. C'est tout l'enjeu des réformes qu'on mène, mais quand vous voyez les scores, vous dites que c'est peut-être ce que vous faites sur le fond, mais que vous n'avez pas réussi à convaincre cet électorat. Donc il faut continuer à travailler. Moi, je n'aime pas qu'on nous qualifie de parti Startup Nation, etc., parce que je pense que c'est mal connaître la diversité de la sociologie de chez En Marche. Pour autant, il faut encore aller convaincre dans ces territoires. Olivier Janoex, quel genre de parti faut-il en France pour donner la meilleure image possible de l'Europe ? Vaste question. Déjà, pour donner la meilleure image de l'Europe possible en France, là, je vous avoue que vous me poserez presque une colle. Alors, ça serait déjà en fait un parti qui dise concrètement ce que fait l'Europe et qui n'exagère pas sur ce que fait l'Europe. Quand on entend par exemple des anciens présidents de la République dire, ou du moins des anciens gouvernants nous faire la morale à nous, Union européenne, sur le fait que par exemple on légifère trop, on se met à légiférer par exemple sur la taille des concombres ou je ne sais quel élément, et quand on voit en fait que ils font de la catastrophe par exemple en matière de transposition des règles européennes, il faudrait déjà qu'on ait des partis qui soient à peu près cohérents avec le discours qu'ils tiennent. Quand on dit par exemple quand un parti publie une circulaire disant en fait on va interdire aux jeunes de monter sur des échelles pour aller cueillir des fruits dans les vergers et ainsi de suite, et en disant ça c'est la faute de l'Union européenne, c'est un peu compliqué parce que surtout on sait pertinemment que ce genre de règles là, quand on a souvent tendance à vouloir blâmer Bruxelles pour n'importe quel problème qui arrive en France. Parfois, il faut aussi un peu, se regarder. Je ne vais pas dire se regarder le nombril, mais il faut voir ce qu'on fait, et il faut peut-être aussi comprendre que l'Union européenne, elle marche d'une certaine façon, et que parfois, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Je vous disais il y a quelques minutes l'exemple d'une interdiction où c'était les gens qui montaient, d'une interdiction qui visait à interdire les gens de monter dans une échelle pour aller cueillir des fruits. C'était une circulaire qui avait prévu ça, mais alors que la directive européenne qu'elle transposait ne prévoyait absolument pas ça. Donc, un parti qui veut communiquer, un parti qui veut se dire pro-européen ou qui veut avoir une influence au niveau européen doit déjà être raccord avec sa propre politique. Mais on pourrait aussi vous dire que ce qui explique à mon avis en grande partie le désamour de plus en plus grandissant entre les Français et l'Europe, c'est qu'en réalité, le parti qui pourrait, si vous voulez, redorer l'image de l'Europe auprès des Français, ce serait un parti en fait néo-gaulliste. Parce qu'en fait, ce que les Français regrettent, c'est l'époque de l'Europe qui était franco-centrée, c'est-à-dire l'Europe du général de Gaulle en réalité. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils voient finalement, c'est une Europe qui a complètement échappé quelque part à la France. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Europe est quand même géographiquement, politiquement, économiquement germano-centrée. Et c'est ça en fait qui embête les Français. Alors après, il faut aussi un peu regarder l'histoire, et il faut comprendre que si l'Europe est devenue germano-centrée, c'est parce que nous autres Français l'avons abandonnée. C'est parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin. C'est pas parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, c'est que, par exemple, vous prenez rien que un sujet qui est assez délicat en ce moment qu'on a au niveau de l'Union européenne, c'est sur les numéros 1 et les numéros 2 des administrations publiques européennes. Actuellement, tous ces postes sont détenus par des Allemands. Parce que tout simplement, l'Allemagne a une politique très forte en la matière afin d'inciter ces jeunes, et notamment tous les jeunes Allemands qui souhaiteraient travailler dans la fonction publique européenne, à essayer de se positionner et à essayer d'aller le plus haut possible. Quand on dit aux Français, en fait, non, l'Union européenne, ça ne sert à rien, non, l'Union européenne, ça ne sert qu'à faire des normes qui sont strictement inutiles, et ainsi de suite, déjà, ça démotive ceux qui ont envie d'aller travailler dans les institutions européennes. Bon, après, la personne a envie ou n'a pas envie d'aller dans les institutions européennes. Ça, c'est un autre débat. Mais après, il faudrait peut-être que la France se remette en marche
Sans faire de jeu de... Sans faire de... sans faire de... C'était une promotion... sans faire de promotion quelconque pour un parti politique, mais il faudrait que la France se remette en marche en matière de lobby. Oui, mais est-ce qu'elle le peut, dans le sens où l'Allemagne, au sein de l'Union européenne, a des atouts que la France n'a pas. D'abord, il y a eu l'élargissement à ce qu'on appelle à l'Est, c'est-à-dire en fait à l'Europe centrale. Et l'Europe centrale, les économies de l'Europe centrale sont intégrées. C'est l'Hinterland allemand. Ils sont intégrés en fait au réseau de sous-traitance des industries allemandes. Il y a ça, il y a l'euro, il y a aussi la monnaie unique qui empêche les pays latins, les pays de l'Ouest de dévaluer pour se protéger justement des exportations allemandes. Donc en fait, structurellement, l'Europe ne peut qu'être germanocentrée. C'est pas seulement une question de simplement se disputer des places dans des administrations. Après, il y a une autre chose. À chaque fois qu'on fait, nous, une révision des traités européens, il faut qu'elle soit adoptée à l'unanimité. Il suffit qu'il y ait un seul État qui dise non pour dire non, ça ne me convient pas. Oui, ça veut dire que l'Europe peut pas être changée. Si, l'Europe peut tout à fait être changée. À l'unanimité. Oui. Alors, quelles sont les chances ? C'est comme au bandit manchot, en fait. Il faut avoir 28 cases 28 images identiques, en fait. Oui, mais alors, si vous voulez... Les majorités dans les pays ne sont pas les mêmes, les majorités politiques ne sont pas les mêmes. Obtenir l'unanimité entre le gouvernement populiste en Italie, le gouvernement plutôt libéralo-européiste en France, les pays d'Europe centrale qui ont une autre stratégie encore, c'est une chimère. Alors après, on peut effectivement faire une réforme des traités ou on peut passer par des coopérations renforcées. Je veux dire, si à un moment on se rend compte qu'à 28 ça ne passe pas, on peut commencer à 7. Par exemple, en matière de défense, on se rend bien compte qu'en matière de défense européenne, on n'y arrive pas à 28. On l'a fait à 25. Et on a les premières initiatives qui sont en train de pousser, et on va mettre notamment un fonds de 500 millions d'euros pour le développement d'un matériel européen commun. Notamment pour éviter justement, la question de la défense européenne, justement, démontre en fait qu'il ne peut pas y avoir d'unité européenne, parce que les pays d'Europe centrale ne veulent pas d'une défense européenne. Ce qu'ils veulent, c'est le parapluie militaire américain. C'est ça, c'est l'OTAN qu'ils veulent. Et ça, les Américains le savent très bien. Trump, quand il va en Europe, quand il fait ses voyages en Europe centrale, il sait ce qu'il fait. Ça prouve bien même sur la question de la défense, il n'y a pas de consensus possible. Si ce que vous dites était vrai, pourquoi ils sont entrés dans l'Union européenne ? Parce que s'ils veulent juste la défense de l'OTAN, ils restent dans l'OTAN. Maintenant, prenons le cas de l'Autriche. L'Autriche, qui est dans l'Union européenne, n'est pas dans l'OTAN. Oui, je parlais du groupe de Visegrad. Oui, mais après, il faut bien comprendre aussi que pour les Polonais, il faut aussi voir que les Américains sont mis en avant parce que les gouvernements locaux les mettent en avant. Par exemple, notamment sur pas mal d'appels à projets. Il y a aussi le poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ces pays-là sont géographiquement pris en étau entre les grands empires. Il y a l'empire russe, à l'est, il y a l'empire allemand à l'ouest. On pourrait même ajouter l'empire ottoman à l'époque de l'empire ottoman. Et qu'en fait, ils ont subi des démantèlements. Enfin, ça, c'est l'histoire. Et qu'en fait, aujourd'hui, pour eux, leur protecteur, quelque part, leurs protecteurs militaires, c'est ceux qui sont garants d'une certaine forme de souveraineté limitée en matière militaire. Pour eux, c'est l'OTAN. Et ce sont les Américains. Et pour eux, ça me paraît... je ne pense pas qu'on puisse négocier avec eux sur ça, quoi. Pour eux, c'est une question stratégique pour eux. Si vous voulez aller demander aux Lituaniens, il y a un exercice OTAN, il n'y a pas un gramme de soldats américains. C'est des soldats français qui y sont. Marie Lebec, vous voulez réagir sur ces débats ? Oui, non, moi je souscris tout à fait à ce que disait votre auditeur, M. Joannex. Je pense qu'il y a une dynamique à créer au sein de l'Union européenne et que, de toute évidence, c'est pas une histoire de bataille de poste, mais en même temps, moins vous êtes présent au sein des institutions européennes, plus votre poids relatif s'affaiblit. Et effectivement, on est challengé par certains pays de l'Est. De Gaulle a fait la chaise vide à un moment donné. Ouais, mais moi je crois pas. Oui, d'accord, mais moi aujourd'hui, dans une union à 28, je crois pas tellement au poids de la chaise vide. Je crois à déjà avoir un certain nombre de parlementaires européens qui sont compétents, des parlementaires français élus au Parlement européen qui doivent être compétents, qui doivent faire la preuve de leur engagement au sein du sujet. Je crois que Emmanuel Macron a quand même assez bien joué le fait de dire nous, on veut quelqu'un qui soit franco-compatible dans la répartition ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire les principaux postes de l'Union européenne. Vous parliez de la défense à l'instant.
l'instant en disant que ça allait être très compliqué de mettre au point une défense européenne. Pour autant, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, elle est l'ancienne ministre de la Défense allemande. Donc vous voyez qu'on pousse nos billes. Alors on les pousse pas de front en s'opposant à certaines décisions, mais je crois qu'il faut que la France soit capable de s'affirmer dans les combats qu'elle mène. La France, elle a négocié le Brexit, le président a pris des positions fortes sur le sujet, donc il y a, je crois, aussi une question symbolique au-delà des éléments que vous avez donnés et qui sont justes. Mais si on revient sur la question de la défense européenne, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il est légitime d'avoir une défense européenne ? Parce que justement, vous disiez que Madame von der Leyen a été l'ancienne ministre de la Défense de l'Allemagne, mais est-ce que les Français et les Allemands ont les mêmes intérêts en termes militaires ? L'histoire démontre que c'est plutôt le contraire. Les Allemands ont un souci, on le sait depuis très longtemps avec la Russie. Ils veulent aller à la confrontation. C'est peut-être pas dans l'intérêt de la France de s'opposer tout le temps et surtout sur les questions militaires à la Russie, parce que je pense que on va être honnête, hein, si on commence à entrer dans une opposition à composante militaire avec la Russie, je pense que ce sera court mais intense, quoi. Non, moi je crois qu'il ne faut pas, en ce qui concerne la Russie, faire la politique qui avait été adoptée par François Hollande, de dire la Russie ce sont des indésirables, on ne va pas aller leur parler, parce que sur à d'autres échelles, notamment je pense en Syrie, probablement bientôt en fonction de la situation, la façon dont évolue la situation iranienne, on aura besoin de discuter avec les Russes. Discuter avec les Russes, ça veut pas dire que c'est nos partenaires, mais on a besoin de discuter. Ils sont membres du Conseil de sécurité à l'ONU et on ne peut pas faire cette politique qui consiste à ne pas leur adresser la parole. Maintenant, sur la question de la défense. Souvent, quand on parle de la défense, on voit des petits bonshommes qu'on aligne en rang, à qui on met un uniforme identique et on les envoie au combat. Non, c'est pas ça. Mettre en place une défense européenne, c'est avoir un armement européen équivalent, créer des passerelles entre les commandements des différentes composantes de l'armée, mettre en place une stratégie globale beaucoup plus coordonnée. Moi, vous savez, vous dites, est-ce que c'est légitime d'avoir une défense européenne ? La question, elle se pose. Ça fait quasiment 70 ans qu'on essaye d'en créer une. C'est un sujet qui est très compliqué parce que ça relève de la souveraineté des États. Mais est-ce que c'est légitime que la France garantisse la sécurité de l'Union européenne pour l'ensemble de l'Union européenne ? Parce que quand la France se projette au Mali, quand la France se projette plus globalement au Sahel, quand elle intervient en Syrie, dans le même temps, elle assure aussi la sécurité du reste des pays européens. Et moi, je ne trouve que c'est pas légitime. Je pense la France, elle aura toujours une armée forte, elle aura toujours sa place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle aura toujours un poids extrêmement fort dans la création de cette défense. Pour autant, je pense qu'il est normal et légitime aujourd'hui de dire, si on veut s'affirmer comme une grande puissance, ça passe aussi par la question militaire et il faut que tous les États contribuent. Alors Marie Lebec, je reviens maintenant sur les perspectives du quinquennat et les perspectives électorales. On l'a dit, le centre droit, pour vous, tout va bien. Par contre, vous avez un peu mal à votre centre gauche depuis que Yannick Jadot a réussi à capter un certain nombre de vos électeurs lors des dernières élections. Est-ce qu'il est Macron compatible, Jadot, comme il le sous-entend, en disant qu'il veut faire politique à la fois de gauche et de droite et mettre l'écologie au-dessus de la mêlée. Il est possible de faire des alliances avec lui, notamment en vue des échéances municipales ? J'ai cru que quand vous présentiez votre sujet, je me suis dit, si Yannick Jadot vous entendez, il vous placarderait au mur parce qu'il a répété qu'il n'était pas de gauche et que l'écologie était au-dessus de tout, mais vous l'avez bien rattrapé à la fin, donc tout va bien. Moi, je crois déjà au niveau européen, globalement avec les Verts, les écolos et ce qui inclut de fait Yannick Jadot, des alliances sont tout à fait envisageables. Au niveau local, vous savez, c'est très différent. Il faut regarder qui est le leader local en place. Il faut regarder quel est le projet de la ville en place. Qu'est-ce qui peut être porté, qu'est-ce qui peut être défendu. Vous savez que moi, je suis membre de la Commission nationale d'investiture pour les élections municipales. Chaque fois qu'une alliance est possible et souhaitable, chaque fois que le leader du groupe En Marche et le maire local arrivent à s'entendre, arrivent à trouver un compromis, nous essayons de favoriser cette alliance. L'implantation locale, c'est extrêmement important
Pour autant, vous n'allez pas déboulonner un bon maire avec qui vous avez de bonnes relations juste pour dire que vous avez remporté la ville. Donc il faut faire des alliances. Pour autant, il faut, je pense, être très ferme sur les valeurs et les convictions qu'on veut essayer de porter. Et très clairement, ces alliances, je pense par exemple à de grandes villes comme Grenoble et Poitiers, où les écolos sont très proches de la France insoumise, elles ne sont pas compatibles pour nous. D'accord, mais au-delà des alliances, il y a aussi une partie de votre électorat de centre-gauche qui s'est rallié à notamment le groupe, le parti Europe Écologie Les Verts. Depuis le début du quinquennat Macron, on disait il y aura d'abord le temps de la flexibilité et ensuite le temps de la sécurité. Et quand on regarde notamment là ce qui va se traduire en termes de réforme sur l'assurance chômage, on attend toujours cet acte du quinquennat qui viendrait protéger, sécuriser les salariés. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Déjà, il faut réussir toujours à marcher sur ses deux jambes et le combat est difficile parce que vous savez que trouver l'équilibre quand on fait une politique publique, c'est extrêmement compliqué et surtout quand on a un système qui est complexe comme celui qu'on a en France. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la protection des salariés. Je pense notamment, par exemple, dans le cadre des ordonnances travail, qui a été une des premières mesures en faveur on va dire de la vie économique qui a été voté, il y a davantage de protection aussi pour les salariés, davantage de flexibilité pour les entreprises, c'est vrai, mais aussi la reconnaissance du parcours syndical, la capacité à négocier au sein d'une entreprise et que l'accord d'entreprise ait une valeur supérieure à l'accord de branche, ce qui renforce les salariés. Quand vous êtes salarié d'une entreprise... Pas forcément. Enfin, il peut y avoir des négociations au niveau d'une entreprise, mais il y a une obligation de négocier, mais pas une obligation d'arriver à un bon résultat à l'issue des négociations. Une négociation de principe, si vous avez un deal, c'est que la négociation a été bonne pour les deux parties. Sinon, vous il n'y a pas de d'obligation de résultat pour une négociation. On peut très bien négocier soit des avantages au rabais, soit ne pas négocier d'avantages en surplus. De toute évidence, je pense qu'il ne faut pas être caricatural dans une entreprise. Le patron, il veut que ses salariés soient fidèles à l'entreprise, qu'il n'y ait pas des départs en masse, qu'il n'y ait pas... Donc, moi, je crois que la capacité de négocier au sein d'une entreprise, elle renforce aussi chacun dans son rôle, puisque, en fait, salariés comme le responsable de l'entreprise veulent que l'entreprise se développe et qu'elle puisse faire du business. Et puis, il y a d'autres mesures. Vous avez effectivement très justement parlé de l'assurance chômage. Il y a quand même il y a une réforme de notre système, par exemple la modulation du chômage des cadres, parce que effectivement il y a quasiment un plein emploi chez les cadres, mais il y a aussi des mesures qui sont davantage protectrices, la possibilité pour les indépendants de bénéficier d'un chômage, la possibilité pour les salariés démissionnaires de bénéficier d'un chômage. Donc vous avez raison, il faut être exigeant sur l'équilibre. Moi, je serais un peu déçu qu'on ait renvoyé aux Français que l'image de on fait davantage de flexibilité. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un peu à la française cette espèce de flexi-sécurité. Mais je crois aussi qu'il faut reconnaître les mesures, les dispositions nouvelles qu'on adopte pour la protection des salariés. Antoine, tu veux réagir sur ce volet ? Oui, alors sur la question de la flexibilité, on pourrait aussi vous répondre qu'en réalité, dans le cadre actuel, justement ça rejoint ce qu'on disait sur l'Europe, la France n'a pas le choix. Parce que, puisque nous sommes en fait, l'Europe nous impose le libre-échange, et donc en fait, nos salariés, alors pas forcément les salariés du supérieur, mais effectivement les salariés du secondaire, ceux qui travaillent dans le secondaire et ceux qui travaillent dans le primaire, eux par contre sont soumis à la concurrence à la fois internationale, mais aussi à la concurrence intra-européenne. Et donc en fait, ces salariés-là, il faut les rendre compétitifs quelque part, et la manière de les rendre compétitifs, c'est effectivement de flexibiliser l'emploi. C'est-à-dire, c'est de permettre finalement que les salariés soient corvéables, que le prix du travail diminue. C'est l'Europe qui nous impose ça. Alors, non, c'est pas l'Europe, c'est la concurrence internationale dans tous les cas, puisque vous êtes en concurrence au sein de l'Union européenne, mais aussi avec d'autres pays qui font une montée en gamme dans leur formation. Moi, je crois que... Vous savez, moi, j'essaye de dire quand je vais aux universités... L'Europe nous protège pas. On va dire. Déjà, il faut une harmonisation sociale européenne, ça c'est sûr. Mais surtout, moi, j'essaye de dire, essayons de ne pas faire le miroir aux alouettes. Vous savez, quand vous avez des discussions avec le MEDEF, souvent, ils vous expliquent que ce serait bien de baisser les charges. Vous faites un pas, vous faites 20% de baisse de charges, par exemple. Et puis vous dites, ah non, mais c'est super, mais en fait, si vous aviez fait 40, ça aurait été mieux. Donc, en fait, le sujet, il n'est pas tellement sur... je crois que la politique en matière d'emploi, elle n'est pas tellement sur dire, il faut faire baisser les charges, il faut faire baisser le coût du travail, mais plutôt, comment est-ce qu'on rend nos salariés compétitifs ? Moi, je crois qu'on les rend compétitifs par l'innovation. On
mène une grande campagne, par exemple, pour rappeler l'importance de l'industrie. Moi, j'ai vu des entreprises pas très loin d'ici, à Epone, c'est un peu loin par rapport à Trappes, mais dans le secteur, on va dire, où en fait, le chef d'entreprise, il me dit, vous savez, moi, j'ai mon carnet de commandes qui est plein, mais je vais arrêter de produire parce que je trouve pas les salariés. Donc, essayer de ramener cette question de l'industrie au cœur, parce que vous avez raison, c'est aussi les emplois de demain, les emplois d'avenir, que la France, elle peut se distinguer parce qu'elle porte une industrie à très forte valeur ajoutée. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on parie. C'est le sens du plan d'investissement pour les compétences qui est porté par Muriel Pénicaud. Et bien sûr, on aura toujours une pression sur le coût du travail. C'est inévitable. On a un système social qui est protecteur en France. Si vous êtes compétitif, c'est pas grave d'avoir un système social qui est protecteur. Olivier Janouex, vous avez le mot de la fin pour conclure cette émission. Oh là, délicate responsabilité. Pour rebondir très rapidement sur est-ce que l'Union européenne nous imposerait ou pas notre modèle social ou les normes à la baisse, on a pu avoir l'impression pendant longtemps que ça aurait été le cas. Maintenant, on a une initiative assez intéressante qui a été menée par la Commission européenne via le socle européen des droits sociaux, afin de mettre fin justement à tous ces problèmes. On a notamment eu comme ça, par exemple, en la matière de grosses réformes à la base même qui ont été proposées par la France, de grosses réformes sur la directive des travailleurs détachés. Et on a eu aussi par exemple une dernière réforme sur l'égalité, notamment pour les congés parentaux. Les congés parentaux. Et on se rend compte que là, par exemple, c'est que sur cette réforme-là, elle a vocation notamment à pousser vers le haut les règles étatiques, et on se rend compte que là, par exemple, la France a été pas du tout d'accord. Mais au niveau de l'Union européenne, on a poussé vers le haut. Marie Lebec, juste une dernière question très rapide. Vous serez candidate aux élections municipales ou pas dans une ville ? Non, je ne serai pas candidate. Non, voilà, c'est une réponse très, très courte en termes de conclusion. Merci Tantoine d'avoir été avec nous. Merci. Merci donc Olivier Janouex. On Merci se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de l'émission En toute matière. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée, bonne semaine à tous.